tous, bonjour à toutes. Voilà, bienvenue pour ce 4e numéro de Post-Talk proposé par La Poste et Figaro Partners. Et meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. On va essayer d'oublier 2020 le plus vite possible. Et c'est vrai qu'avec cette crise sanitaire, la tendance existante s'est accentuée l'an dernier. L'attente des citoyens de plus en plus forte vis-à-vis des élus locaux. Oui, alors on a vu des municipalités organiser des points de dépistage, monter des sites de e-commerce pour les commerces qui étaient fermés. Au-delà de cette période actuelle de tension, les collectivités locales savent-elles toujours répondre au mieux à la demande des citoyens? Oui, parce que s'il connaît bien son territoire, un maire ou un président de conseil départemental ne dispose pas forcément de tous les éléments qui vont l'aider à objectiver donc sa prise de décision. Et c'est là qu'intervient peut-être la data. La data qui va lui permettre de mieux construire les solutions à apporter à ces collectivités. Il faut pouvoir quand même la recueillir, bien sûr, et bien l'utiliser. Voilà, la donnée territoriale au service de l'action publique. C'est donc le thème de ce 4e numéro de Post-Talk. Avec nous, Christelle Papillon, bonjour. Bonjour. Meilleurs vœux, Christelle Papillon, directrice des solutions efficacité territoriale à La Poste. Denis Hamot, bonjour. Bonjour, bonne santé. Bonne santé, on en a besoin à tous, évidemment. Vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté, en charge de l'économie solidaire. Vous êtes aussi conseiller délégué de Dijon Métropole, en charge de la recherche et de l'innovation et de Smart City. Valéria Faure-Muntian, bonjour. Bonjour, meilleurs vœux. Meilleurs vœux, merci beaucoup. Vous êtes députée de la Loire. Alors, double casquette pour vous, Valéria Faure-Muntian, celle d'élu local dans un département rural. Vous êtes élu de Saint-Chamond. Et puis, vous avez été également missionné par le Premier ministre pour établir un bilan et faire des propositions d'évolution sur l'action publique autour des données géographiques souveraines, vision locale, vision nationale. On a hâte de vous entendre, bien sûr. Alors, je le disais, les élus sont de plus en plus sollicités, sont de plus en plus attendus par les citoyens. Tiens, qu'est-ce qu'on vous demande, Denis Hamot, vous, sur le terrain, puisque vous arrivez de Dijon? Déjà, on nous demande d'expliquer notre vision politique et aussi de générer de la confiance. Parce que la question des données, c'est beaucoup de la technologie, c'est beaucoup des choses qui peuvent dépasser les citoyens. Et donc, ils ont besoin qu'on leur explique de quoi on parle. Donc ça, c'est la première chose, d'être pédagogue, finalement, dans notre démarche. Puis la deuxième chose, c'est de leur faciliter la vie et la ville. Voilà, c'est les deux objectifs que moi, je me donne autour de cette idée de Smart City qui intègre l'humain, parce que ce n'est pas une ville technologique, et qui intègre aussi les enjeux climatiques, les enjeux sociaux et les enjeux de développement durable et d'économie durable. Et notamment quand on parle de mobilité, faire en sorte que, par exemple, quand on veut monter dans le tramway, on puisse payer facilement avec la carte de crédit, tout simplement. Et c'est ce que vous avez fait, vous, c'est le cas à Dijon, parce qu'on s'est aperçu qu'un des usages contraints, c'était au moment où vous voulez charger votre support pour avoir vos tickets ou pour pouvoir prendre le tram, par exemple. Et au moment où vous voulez le faire, c'est le moment où le tram arrive et vous n'avez pas le temps de faire cette opération. Et c'est une contrainte alors que vous vouliez payer. Donc en partant de ces données qui nous ont montré que cet usage était très contraint, on s'est dit il y a peut-être quelque chose à faire avec l'opérateur de mobilité, donc Keolis, Divia à Dijon. Et en mobilisant cette idée, finalement, on s'est aperçu qu'en mettant un système de paiement dans le tram et aujourd'hui dans le bus, on a facilité l'usage, la vie et la ville. Accessoirement, ça diminue la fraude et puis accessoirement, ça rapporte du revenu à l'opérateur. Oui, parce que la fraude, finalement, elle est très faible et du coup, on évite de la fraude qui pourrait être évitée. Donc ça, c'est assez simple. Et puis, de l'autre côté, on offre une solution simple et on la paye à l'unité. Donc c'est un petit revenu en plus pour la collectivité. Donc c'est bon pour les finances. Ça fait plaisir aux citoyens, c'est bon pour les finances. Donc. Bon, c'est bien tout ça, ça nous plaît. Le constat, je le disais, les élus sont de plus en plus sollicités. Vous êtes une élue de terrain, vous allez régulièrement dans votre circonscription, dans le département de la Loire, Valéria Faure-Muntian. La tendance, elle s'accentue comme ça depuis plusieurs mois, l'attente des citoyens de plus en plus forte vis-à-vis des élus locaux ou des élus nationaux comme vous. Alors, la tendance, elle est forte depuis plusieurs années même. Et ce que les citoyens veulent, c'est d'être au cœur de la politique. Ce qu'ils attendent, c'est d'être consultés, d'être entendus, d'être acteurs de l'évolution de leur territoire et de leur pays aussi. Donc, d'où les demandes fréquentes des référendums locaux ou nationaux. Bien sûr. Mais la donnée est aussi un moyen de consulter le citoyen en rassemblant les informations du terrain, la façon dont vit le citoyen au quotidien. Et cette donnée, l'analyse
l'analyse permet d'avoir une politique au plus près de ses besoins. On va y revenir, parce que tout ça, c'est pourquoi on parle de données, hein, on va l'expliquer au fur et à mesure, mais question que je me pose quand même, je reviens juste vers vous, Denis Hamot, l'homme de Dijon, l'homme de la Bourgogne. Les collectivités locales, est-ce qu'elles sont toujours bien équipées pour coller aux demandes des citoyens, des acteurs sociaux, des acteurs économiques? Est-ce que vous êtes disposé toujours de toutes les bonnes données pour répondre à ces citoyens? En tout cas, il y a un gisement de données considérable dans les collectivités, dans une ville, une intercommunalité, et donc c'est quelque chose qui est disponible. En réalité, la vraie question, c'est est-ce qu'on se dote des équipements pour aller la collecter correctement, pour la stocker? J'ai envie de vous dire quand même, vous êtes un élu. Oui. Vous devriez bien le connaître, ce territoire. Oui, bien sûr, voilà. mais entre les élus connaissent leur territoire. Oui, mais vous avez connaître parce que vous avez une vision affective de votre territoire et qui va être j'adore tel arbre, tel parc, tel bâtiment, le Palais des Ducs de Bourgogne, par exemple, qui est magnifique. Et puis, vous avez une autre manière de connaître ce même bâtiment qui est les données qui vont être liées à la sécurité de ce bâtiment, est-ce qu'il se dégrade ou pas, est-ce qu'il est suffisamment bien isolé et donc parce que le territoire évolue aussi. Le chauffage est plus ou moins vertueux. Et ça, c'est d'autres données. Donc, vous voyez, on connaît son territoire parce qu'on a une relation avec lui et avec les gens de ce territoire. Mais ensuite, on a des informations pour faire un peu de vulgarisation, et donc on appelle ça des données qu'on va mobiliser et qui, en se croisant, en se mixant, vont nous permettre d'avoir une vision un peu, entre guillemets, augmentée du territoire. Et donc nous permettre de faire aussi des choix et de prendre des décisions. Et faire en sorte que l'élu se projette comme ça dans un temps long, parce que c'est vrai qu'il arrive en début de mandat, il y a le territoire qui ressemble à quelque chose, puis le territoire qui va évoluer aussi. Ça permet de mieux appréhender justement ce territoire qui évolue. Oui, parce que après, vous avez des choix qui sont l'héritage que vous avez des choix que vous allez faire. On s'inscrit toujours dans une histoire. À Dijon, au 19e siècle, quand l'ingénieur Darcy décide de mettre la gare de Dijon à cet endroit-là, il transforme pour très longtemps l'attractivité du territoire. C'est pas moi qui l'ai fait. Mais aujourd'hui, nous, on travaille sur un projet de Smart City, on est sur un projet de mobilité globale, par exemple à Dijon, et ça donne de la puissance à ce dispositif de manière considérable. Quand vous avez dans la même manière d'analyser, sous le même prisme, le tram, les bus, le stationnement sur voirie, le stationnement en ouvrage, tout ce qui se passe autour de la mobilité, vous avez une capacité à agir qui est beaucoup plus importante et à interagir entre ces différentes modalités et à donner aux citoyens des solutions que vous n'aviez pas avant lorsque tout était tronçonné, en silo et pas de cette façon-là. Parfois, nos concitoyens ont des idées préconçues aussi de leurs besoins immédiats au futur, mais en se basant sur des données objectives du territoire, on peut leur démontrer qu'en fait, dans le futur, il faudrait faire autrement. Voilà, alors justement, on va expliquer. Moi, je voulais justement ce premier tour de table avec les élus qui nous racontent ce qu'on leur demande, quelque part, leur connaissance ou pas du terrain. Alors, Christelle Papillon, directrice des solutions efficacité territoriale à la Poste. Qu'est-ce que vous venez faire dans cette histoire, justement ? Alors, la Poste, c'est assez légitimement qu'elle s'est posé la question de la donnée territoriale. D'abord parce que la proximité humaine et le lien humain, c'est dans notre ADN et qu'on est très implanté dans les territoires. Et donc, il nous est apparu que la donnée territoriale était vraiment un levier aujourd'hui pour changer l'action publique. Et donc, on a décidé de lancer une étude avec Eurogroupe sur la donnée pour un autre pilotage de l'action en territoire. L'objectif, en fait, avec une vingtaine d'interviews qu'on a menées, c'est de faire un état des lieux de la façon dont les collectivités aujourd'hui s'emparent de la donnée. Et on voit qu'elles s'en emparent encore timidement. Et donc de comprendre pourquoi, et puis de partager un certain nombre de bonnes pratiques pour donner des idées aussi aux communes qui sont le moins avancées sur le sujet, et de prendre exemple sur des communes comme Dijon, ou de se regrouper pour travailler ensemble sur la donnée. Et effectivement, ce qu'on a vu dans cette étude, c'est que les citoyens aujourd'hui sont effectivement très en attente d'informations de la part des élus, et la donnée territoriale et la libération de la donnée permet de mieux les associer à la prise de décision parce qu'ils sont mieux informés, d'objectiver la situation et puis aussi d'ajuster l'action au plus proche des événements, c'est-à-dire au lieu d'avoir un temps un peu de génie civil, vous voyez, qui
qui va pouvoir prendre des décisions au bout de quelques mois, voire quelques années. Grâce à une donnée bien exploitée, eh bien, on peut réagir plus rapidement. Plus vite, ouais, Voilà. bien sûr. Plus finement, c'est ça qui est génial. Et il y a vraiment des enjeux de nature décisionnelle, de nature opérationnelle. Moi j'ai lu Connaissance des territoires, de cette étude que vous avez pilotée, vous, La Poste, et vous spécialement, Christelle Papillon, avec Eurogroupe. Et c'est vrai qu'on n'imagine pas, justement, et on est loin vraiment de tout ce qui est... on ne va pas transformer non plus n'importe quel village en Smart City, on ne va pas penser à Big Brother. Non, c'est vraiment quelque chose pour notre vie quotidienne. Ce que disait très très bien Denis sur les transports urbains, clairement. Voilà, c'est nous faciliter la vie. Mais ça, il faut le savoir, il faut pouvoir l'anticiper. Il faut une approche vraiment pragmatique. Et je pense que, en fait, le virage qu'on connaît là, c'est qu'on est passé d'un moment où il n'y avait pas de données, à un moment où on a collecté de la donnée, le big data, c'est-à-dire qu'on s'est mis à collecter la donnée de façon massive, sans savoir vraiment comment l'exploiter. Et aujourd'hui, on est sur une autre utilisation de la donnée, plus ciblée, moins silotée, et surtout en lien avec un cas d'usage. Et je pense que ça, c'est vraiment la clé. Vous avez totalement raison, Christelle Papillon. Le cas d'usage, quelque part, les données... Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'elles vont rendre les territoires plus intelligents, mais peut-être leur permettre de construire un peu mieux leurs solutions. Prenons un exemple. Chez vous, à Dijon, peu importe dans quelle ville, s'il y a un accident, puis un deuxième accident, puis un troisième accident, c'est jamais innocent, cette histoire-là. Qu'est-ce que vous faites? Racontez-moi, Denis. Avant qu'on ait le dispositif de collecte des données et la capacité de l'analyser en temps réel, et donc de voir la récurrence finalement, l'accident une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on avait un historique mais qui n'était pas forcément exploité. On réparait, on mobilisait les secours, on faisait en sorte qu'il n'y ait pas un suraccident, tout le monde travaillait très bien, mais on n'allait pas jusqu'au fond de la cause racine du problème. Et donc, parfois, à nouveau, il y avait un accident, peut-être un peu de même nature, parce que finalement, c'est la conception de l'endroit où se passe l'accident qu'il fallait retravailler. Voilà. Grâce aux données, si on va en profondeur, savoir, c'est ça, quoi. Voilà. On peut faire cette analyse et on peut ensuite travailler sur cet espace et le réaménager et donc le rendre plus sécurisant pour la population. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple de ce qu'on peut faire, c'est lorsque vous avez, c'est le cas de On-Dijon, le projet que je pilote pour François Rebsamen, le maire de Dijon. Lorsque vous avez 34 000 points lumineux sur la métropole qui sont transformés progressivement en LED, et donc vous passez de 0% à 100% que vous allez éclairer comme vous voulez par point lumineux, en fait, vous pouvez transformer les usages. C'est-à-dire que vous pouvez, faire 65% d'économie d'énergie globalement. Donc ça, c'est déjà pour le climat. Ne pas éclairer n'importe où, on ne va pas éclairer chez le voisin, on ne va pas éclairer les insectes qui passent, parce que tout ça, évidemment, nuit à la biodiversité. Vous pouvez avoir des trames dites noires où vous pouvez éclairer beaucoup moins pour justement pas dégrader la biodiversité. Bien sûr. Après, c'est des arbitrages à discuter avec la population, puisqu'il y a le sentiment de sécurité ou d'insécurité, donc il faut discuter, trouver le bon réglage. Et puis, si vous avez un feu d'artifice, vous pouvez tout éteindre et voir un très beau spectacle. Ou si vous avez un match PSG-Dijon, on va éclairer un peu plus, parce qu'au moment de la sortie, il faut que les gens soient tranquilles et que ça se passe bien. On va éclairer un peu plus la partie où les Dijonnais jouent. Vous voyez, je plaisante. À partir de la technologie, vous avez des usages qui peuvent être imaginés complètement différents. Valéria Formuntian, députée de la Loire, ce sont des données pour, je le disais, pour objectiver, pour permettre une prise de décision optimale. Ce qu'on peut dire, c'est la data, ce n'est pas forcément une fin en soi, mais c'est vraiment un outil de pointe pour les élus. On est d'accord ? L'information est nécessaire pour toute prise de décision. Évidemment, plus on a de bases de données, plus on a de métadonnées, c'est-à-dire d'informations complémentaires où on recoupe les données, plus on a la possibilité de prendre la décision au plus fin, au plus près du terrain. Effectivement, vous avez évoqué les accidents. Qu'est-ce qu'on faisait avant ? On collait un stop, un dodane, un feu rouge, une caméra, 3 agents qui surveillent pendant 3 jours pour voir ce que ça donne, et ça prenait des années. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire les choses plus rapidement, faire moins de travaux éventuellement en étant plus précis et sécuriser nos concitoyens. Mais cette donnée, il ne faut pas la collecter n'importe comment, il ne faut pas la traiter n'importe comment, et d'où le rapport que j'ai commis. Oui, que vous avez, auquel vous avez aussi commis, et puis vous participez également, vous êtes cité dans ce rapport qu'a piloté Christelle Papillon au nom de la Poste. Les données, elles sont de plus en plus nombreuses, c'est ce que vous rappeliez tout à l'heure, Christelle Papillon. Elles sont de quel ordre ? J'ai l'impression de plus en plus de données territoriales quand même. Ça, c'est la matière première quelque part.
Tout à fait. Il y a de plus en plus de données locales. Oui. La donnée territoriale, c'est celle qui illustre un territoire. Donc, l'essor en fait de la donnée locale, c'est lié à la capacité à aller collecter aussi cette information qu'on n'avait pas précédemment. Et donc, effectivement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de données, mais quand on voit les exemples donnés par Denis, par exemple, c'est que les collectivités aujourd'hui, dans l'étude qu'on a faite, on se rend compte qu'elles ne se sont pas encore vraiment saisies de cette donnée parce qu'en fait, il y a des coûts pour traiter cette donnée. Il faut collecter la donnée, il faut la traiter, la mettre en qualité, la mettre à jour. Il faut des personnes avec des compétences pour pouvoir traiter cette donnée-là. Il faut piloter la donnée et que finalement, on se dit, avant que moi, je fasse comme Dijon et que je puisse piloter mon éclairage vraiment à la demande, j'en ai pas forcément besoin à mon niveau et j'ai du mal à identifier le retour sur investissement. Et donc, le sujet, c'est vraiment de se dire, mais même si on ne va pas piloter zone par zone son éclairage urbain, passer au LED, c'est 50% d'économie sur les dépenses de fonctionnement. Et donc, on peut, avec un premier cas d'usage qui est simplement de se dire, je vais piloter zone par zone, la zone centre-ville d'abord, et puis après les autres zones, et piloter de cette façon, on peut déjà être dans une action plus précise et plus objective vis-à-vis des citoyens. Oui, d'autant que ces données, on le disait, elles sont des données territoriales, beaucoup, mais elles émanent de plein d'organismes extrêmement différents. Il faut nous le raconter, Denis Hameau, justement. Si on parle de démographie, par exemple, si on veut tout savoir de la démographie, les sources, elles sont très variées. Il y a la visualisation des flux, par exemple toutes les mobilités, que ce soit les voitures ou les tramways, par exemple, le croisement des données d'hygiène publique, la fréquentation touristique, voire également les données télécom aussi, parce que si on se balade, et c'est comme ça qu'on avait vu justement qu'il y avait eu des migrations pendant le premier confinement grâce à Orange, etc., qui avaient pu dire, ah ben voilà, il y avait beaucoup de personnes qui sont venues en Vendée, etc., enfin voilà. Les sources, elles sont multiples. Je vais dire, elles sont trop nombreuses peut-être parfois. Après, la question, c'est pas trop les sources que l'organisation de comment on va les collecter et comment on va aussi inciter les partenaires à agir dans ce sens. Je vais vous donner un exemple de cas d'usage sur lequel on a travaillé. Dans une ville, vous avez toujours des travaux, de toute nature. Ah oui. Une ville, c'est d'abord quelque chose de vivant, ça se transforme. Donc vous avez, si on prend par exemple les rues, vous avez des réseaux de toute nature, de l'eau, de l'électricité, du gaz, voilà. Sous la couche de bitume, il y a énormément de réseaux qui passent. Alors les gens, ils voudraient qu'on plante des arbres partout. Moi, je pense qu'il faut les planter là où c'est nécessaire. Mais là, par exemple, ce serait une très mauvaise idée. Donc ça, il faut aussi l'expliquer. L'écologie, c'est important, le climat, c'est important, mais on ne peut pas non plus faire ça partout, n'importe comment. Parce que d'ailleurs, les arbres, ils souffriraient. Et la deuxième chose, c'est que tous ces réseaux-là, vous avez des travaux dans tous les sens. Nous, par exemple, on a une base de données commune qui fait qu'on a une cartographie qu'on visualise et où on voit les travaux avec tronçon par tronçon. Chaque acteur qui va faire des travaux nous les déclare sur un même système. Et ça nous permet aussi d'aller plus vite pour eux, pour les autorisations de travaux, donc ils sont gagnants. Donc ils ont intérêt à le faire. On les voit aussi, on les stimule pour que ça se passe dans de bonnes conditions et dans ce sens-là. Et donc, le fait de faire ça, ça vous donne quand même une visibilité très rapide des travaux et vous pouvez donner de l'information aux citoyens. Mais au départ, il y a quand même la collecte des données. Moi, je reviens sur ce que vous me disiez tout à l'heure, Christelle Papillon, sur le maillage territorial. Et c'est la force de la Poste d'être partout, hein, vraiment. 15 000 bureaux à peu près 17 000 points de contact. 70 000 facteurs. Ah, ça, je le connais. Voilà. Enfin, l'un des personnages préférés des Français. Il est là en permanence. Il va voir les personnes âgées. Il fait passer le permis de conduire, etc. Enfin, c'est un personnage idéal, un personnage indispensable. La Poste, par exemple, pour collecter les données, comment est-ce que vous profitez justement de ce maillage, de ces 70 000 facteurs qui se déplacent quelque part? Vous leur mettez des petits capteurs en plus pour vérifier des petites choses Alors, on a plusieurs solutions en fait, pour proposer aux collectivités de collecter de la donnée fraîche, locale et précise. Donc, la première solution que l'on a, c'est effectivement de demander aux facteurs en cours de tournée
d'être en vigilance en fait sur un certain nombre d'événements que la commune lui aura demandé de surveiller. Par exemple. Oui, il ne fait pas ça tout seul, hein, spontanément, bien sûr. Non. Ah non, surtout pas. Oui, justement, on va bien rappeler. Oui, parce qu'on est en train de parler de data, que le public ne se dise pas, oh là là, ça y est, je suis espionné, mon facteur qui va me déposer ma lettre, pas du tout. Il va regarder par le trou de... Non, c'est pas ça. Non, surtout pas. Donc le facteur ne fait pas ça. Le facteur, de toute façon, on ne collecte pas de données nominatives. On est dans un cadre RGPD, évidemment. Et puis CNIL, bien sûr. Et évidemment, je dirais la Poste, encore plus que tout autre acteur, se doit d'être exemplaire sur ce sujet-là. Public, irréprochable. C'est plutôt, la commune va nous demander, par exemple, de surveiller les dépôts d'ordures sauvages. Ah oui, très bien. Et le facteur en cours de tournée, quand il constate ce genre d'anomalie, va prendre une photo qui va remonter directement à la commune, qui peut donc procéder à l'enlèvement rapide. Donc ça, c'est une première façon de collecter de l'information. Et puis, on travaille effectivement à l'aide des voitures, en fait, des facteurs, des véhicules postaux. Les équipes de capteurs. Et donc, en cours de tournée et sur commande de la collectivité, le véhicule va pouvoir collecter un certain nombre d'informations, notamment sur l'état de la voirie, où on va filmer en fait l'état de la voirie, et puis ensuite on va indiquer là où il y a des nids de poules, là où il y a du faïençage, là où il y a des fissures, pour pouvoir proposer un diagnostic éclairé à la collectivité. On fait ça aussi sur la qualité de l'air, où on monitore la qualité de l'air en cours de tournée. Oui. Et puis on fait ça également sur la couverture mobile, pour aider les élus à reprendre un peu le pouvoir face aux opérateurs et de pouvoir dire, ben voilà, sur mon territoire, j'ai fait un diagnostic de la couverture mobile et il y a des endroits où Orange, SFR, je ne sais qui, couvre un peu moins bien que les autres. Donc ça, c'est une première façon de travailler sur la collecte d'informations, mais on propose aussi aux collectivités un outil d'exploitation de la donnée, parce que en fait, c'est quand même un métier d'expert, a priori, la donnée. Donc, c'est bien beau de la collecter, mais si vous confiez... Il faut la traiter, quoi. Voilà. Ces éléments-là à la collectivité, elle va souvent, si elle n'a pas de département expert, elle va avoir du mal à la traiter. Et donc, nous, on lui propose d'utiliser un outil extrêmement simple, vraiment à destination, je dirais presque du grand public, de l'élu, du DGS, qui permet en fait de rapatrier cette donnée sous vision cartographique. Et donc, de pouvoir, vous voyez, mettre des couches de données bien sûr, successives sur une carte pour dire, voilà, bien sûr. Pour pouvoir voir, je ne sais pas, les commerces qui proposent du click and collect aujourd'hui, par exemple, et de coupler ça avec les zones de test ou avec la densité du trafic routier, et donc de pouvoir prendre des décisions par rapport à cette vision cartographiée des données. Et la data locale, Valéria Faure-Muntian, elle arrive de partout. Comment est-ce qu'on la traite? Comment une collectivité, ça doit faire peur un peu à un moment, ça doit submerger, il faut y aller progressivement. Je lisais dans Connaissance des territoires ce rapport qui nous dit qu'il faut y aller progressivement. Sur la donnée territoriale, la tentation est de se lancer dans des cas d'usage ambitieux, expliquait M. Blin, donc, qui est spécialiste du dossier. Il faut y aller step by step, il ne faut pas se laisser absorber comme ça par la vague. Je pense qu'il faut commencer par le départ, c'est-à-dire qu'on a une loi qui s'appelle une loi pour la République numérique, et depuis le départ, elle préconisait un partage, une ouverture de données et l'usage des données par les collectivités territoriales. Donc, je pense que, alors, l'exception confirme la règle. La commune telle que Dijon est encore exceptionnelle aujourd'hui en France, malheureusement, parce que le traitement de la data n'a pas encore été intégré dans le management politique du maire et de ses équipes. Parfois, il s'agit encore de l'affaire du directeur de l'informatique, s'il y en a un, parce que toutes les communes n'ont pas cette capacité, puis n'ont pas l'envie, n'ont pas les moyens financiers. C'est comme dans une entreprise, voilà, la transition, la transformation digitale, elle ne doit pas être juste au responsable de l'informatique. Voilà, elle doit remonter au directeur général, voire au président. Et c'est ce que vous dites, finalement, c'est au maire ou au président de l'agglomération ou du conseil départemental de s'emparer de ça, clairement. Tout à fait. Il faut que ça rentre en fait dans la réflexion de la politique de la ville, la politique du territoire. Alors, on utilise beaucoup l'anglicisme Smart City. Moi, je veux parler plutôt de territoire intelligent, pas forcément
le mieux outillé, en tout cas, pour l'usage de ses concitoyens. Et donc, pour cela, il faut déjà que le numérique, le digital, fasse partie du quotidien et du projet politique de l'élu. Bien sûr, ça c'est la première partie, en effet, c'est que le président de la collectivité se dise « j'en ai envie ». Après, il y a juste un petit souci, c'est les finances publiques. Hein. Comme partout, on a besoin d'argent. Alors, Dijon est une métropole assez riche, clair. Non, mais enfin, spontanément. Plutôt mid-size, taille moyenne. C'est une grosse ville, voilà, clairement. Vous êtes dans une région, la Bourgogne-Franche-Comté, quelque part, où toutes les collectivités ne sont pas dotées de la même puissance de feu financière que Dijon Métropole. C'est tout à l'heure Christelle Papillon qui nous disait... Ça coûte cher, clairement, de collecter, de traiter cette donnée, parce que les agents de collectivité ne sont pas des spécialistes de l'analyse. Il faut évidemment demander à d'autres personnes de traiter cette donnée. Comment on fait? Où est-ce qu'on trouve l'argent? Écoutez, quand vous avez un système obsolète d'éclairage public aujourd'hui, est-ce que ça coûte pas cher? Quand vous intégrez les coûts de maintenance, quand vous intégrez le fait qu'à un moment, ça va tomber en panne, quasiment. Donc nous, la réflexion qu'on a eue, c'est de se dire sur l'ensemble des grandes fonctions urbaines, par an, combien ça coûte. Et donc, en reprenant la mobilité, la sécurité, l'éclairage public, le management des crises, parce qu'il nous arrive d'avoir à gérer ce système. Il y a des incidents, il y a de l'eau de louche qui déborde, il y a des zones d'inondation, ça arrive. Il y a des conduites de gaz qui, de temps en temps, explosent. Bon, on ne l'espère pas, mais ça arrive. Et donc, cet ensemble-là, mis bout à bout avec la police municipale, avec le système de relations avec les citoyens à l'O-Mairie, qui est devenu Dijon le portail, ça coûtait en gros, bon an, mal an, 5 à 6 millions par an. Ouais. C'était tout en silo, ça fonctionnait très bien, mais à terme, c'était obsolète. Donc la question est de se dire, est-ce que ce dispositif-là, en le mettant en transversalité, et ça c'est un défi culturel aussi, parce que travailler ensemble, c'est plus la même chose. Là, vous êtes finalement, vous permettez de massifier un certain nombre de budgets qui étaient séparés, et puis de les redistribuer, et surtout d'imaginer une manière d'investir qui va être plus positive et porteuse pour le territoire. Valéria Formuntian, c'est quoi pour les petites communes? Qu'est-ce que vous recommandez? C'est quoi, s'adosser à une plus grosse collectivité, se regrouper quelque part pour partager les coûts? Alors, tout à fait. Aujourd'hui, on a déjà la possibilité de mutualiser un certain nombre d'actions avec ses voisins, même si on ne fait pas partie d'une collectivité prédéfinie. Et puis après, on a des communautés de communes, des agglomérations, des départements et des régions. Donc aujourd'hui, il y a tous les échelons possibles pour pouvoir mutualiser. On mutualise les machines à déneiger. Il n'y a pas de raison qu'on ne mutualise pas un système informatique. Par contre, effectivement, c'est un changement de paradigme et un changement culturel. On est dans la proactivité et pas dans la réactivité. Et l'élu a toujours été positionné par son électeur dans la réactivité, dans la demande à. Voilà, et cette façon de travailler en proactivité, dans l'analyse préalable et dans le prévisionnel, c'est un changement majeur de culture, mais nos concitoyens en sont demandeurs. Alors justement, voilà, les concitoyens qui sont demandeurs de ça, la question qu'on se pose dans ce 4e numéro de Post-Talk, la donnée territoriale au service de l'action publique. Christelle Papillon, on va bientôt se quitter d'ici 4-5 minutes. Cette donnée, elle permet aux citoyens de s'exprimer, d'avoir un meilleur dialogue, d'être mieux associés, de voir leurs problèmes résolus? Tout à fait. La donnée territoriale, elle permet d'associer le citoyen selon 3 axes, en fait. Le premier, c'est mieux informer le citoyen de la réalité des sujets. Et donc d'objectiver le débat, je crois qu'on l'a dit tous plusieurs fois. Parfait. C'est vraiment le premier élément, informer. Et avec l'open data, on peut vraiment libérer la donnée et donner accès à beaucoup plus d'informations. Le deuxième élément, c'est l'associer à la décision. C'est-à-dire, avec cette donnée objective, on va pouvoir élaborer des scénarios sur lesquels on va pouvoir le consulter plus facilement avec de la dématérialisation de démarches citoyennes, etc., qui peut bien marcher. Et le troisième, c'est le rendre vraiment acteur lui-même de son territoire, en participant, par exemple, à de la veille. Je parlais tout à l'heure des facteurs qui font de la veille sur les dépôts sauvages, mais les citoyens peuvent aussi faire remonter ce genre d'anomalies. Et donc, c'est une autre façon de l'associer à la vie publique. Ouais, c'est ça, vous, Denis Hameau, donc élu de terrain, élu à Dijon et en Bourgogne-Franche-Comté, quelque part.
c'est une façon de recréer du lien avec les citoyens, les élus et les citoyens. Le lien, il existe déjà, mais en réalité... Oui, mais vous avez une pression de plus en plus, voilà. Non, j'ai pas de pression, je travaille, j'essaie de faire bien. Mais... Non, mais d'accord, mais le citoyen, il demande quand même beaucoup à l'élu local. Il ne comprend pas toujours les arcanes entre Dijon, la métropole, le conseil... Le citoyen, il est assez intelligent. C'est clair maintenant? Bon, d'accord. Non, ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, je vous parlais du portail On Dijon, qui est pour la métropole et qui reçoit 1000 demandes d'informations à peu près par jour. Là, on est en train de travailler pour l'été prochain à une application On Dijon, et où potentiellement, on va passer de 1000 appels par jour ou contacts par jour à 160 000, 200 000 smartphones qui, en temps réel, vont pouvoir nous donner de l'information sur des tas de domaines. Donc ça, vous voyez, vous changez d'échelle, vous changez de monde. En revanche, pour faire ça, il faut que vous ayez très musclé votre système d'infrastructure pour que la coordination de la réponse, elle soit vraiment très importante. Donc là, on a co-construit plus de 600 procédures entre les ingénieurs et ceux qui rendent le service, par exemple. Ça ouvre de nouveaux champs aux politiques ou pas? C'est un outil indispensable, Valéria Faure-Muntian? Évidemment, et en tout cas au niveau national, on contribue à donner aux élus locaux les moyens d'agir. Tout d'abord, quand il s'agit aujourd'hui de faire un contrat en ce qui concerne les produits innovants ou les outils innovants pour les collectivités, on a permis de faire ça facilement sans passer systématiquement par les appels d'offres, quasiment jusqu'à 100 000 euros. On a permis aussi de faire passer le cloud en charge et plus en termes d'investissement sur le budget, ce qui était une vraie difficulté pour les élus locaux. Et aujourd'hui, il faut qu'on appelle aussi nos concitoyens à être proactifs avec l'ensemble des élus locaux, puisqu'ils le font déjà pour Google. Ils collectent déjà de la donnée, puisque c'est participatif. Donc pourquoi ne pas le faire pour leur maire et pour leur collectivité, puisqu'elle sera meilleure pour eux? Le citoyen, il est prêt à jouer le jeu, à accepter parce qu'en effet, on accepte tout de Google, on donne toute notre vie privée à Google, mais s'il y a un moment la puissance publique qui dit « Ah bah tiens, justement, on a besoin de vous », ah bah non, vous vous rendez compte, vous allez nous espionner. Alors, on le est citoyen, un petit peu schizophrène. À partir du moment où on a une politique, on a une éthique de la donnée. Ah mais j'en doute pas une seule seconde. Non, mais avec un comité d'éthique, avec les citoyens dedans. C'est pas juste une déclaration. À ce moment-là, on crée de la confiance. Et donc, l'élu, comme La Poste, qui est un acteur public, est d'une certaine manière tiers de confiance et donc permet de ce passage de je donne des informations parce que je sais qu'elles sont entre de bonnes mains. C'est ça qui est important pour le citoyen. Et donc ça, c'est le rôle, moi je pense, de la puissance publique, de l'État et des services publics. Vous allez avoir le mot de la fin, Christelle Papillon. Justement, cette donnée, on l'a vu, c'est bon pour l'action publique, c'est bon pour les élus qui peuvent objectiver leurs décisions. Ça a des vertus économiques aussi. Voilà, quand on a des retours sur le commerce, quand on a des retours sur le tourisme également, tout ça est vertueux, c'est ce que vous nous dites. Hein. Tout à fait. Alors, je voudrais finir en partageant deux éléments. À la fois, effectivement, la donnée permet une plus grande agilité dans l'exercice des responsabilités publiques. Elle permet de concilier vraiment un temps court et un temps plus long, donc une logique plus opérationnelle et une logique plus décisionnelle. Et ce que je voudrais partager, c'est dans cette étude, en fait, il y a 3 éléments qui ont été mis en avant pour aider les communes qui ne sont pas encore lancées dans l'aventure de la donnée territoriale à la mettre en œuvre. Le premier élément qui est conseillé donc, par les 20 personnes qu'on a interrogées, c'est qu'il faut identifier un bénéfice précis. Un cas d'usage, un bénéfice, la carte scolaire, l'éclairage, la sécurité, un bénéfice. Voilà, la data, c'est un moyen, au service d'une cause. Et donc, quand on a un bénéfice, on a un retour sur investissement. Le deuxième élément, c'est ne pas produire seul, mais coproduire. Coproduire avec la commune d'à côté, avec des opérateurs privés, pourquoi pas, mais donc réduire les coûts en coproduisant. Et puis, le dernier élément, c'est un pilotage territorial, donc local, au plus près du territoire pour pouvoir faire évoluer, ajuster les actions au fur et à mesure de leur retombée. Bon, en tout cas, tout est là. Connaissance des territoires, la donnée pour un autre pilotage de l'action dans les territoires. Voilà, signé donc de La Poste, c'est vous, avec Eurogroup Consulting, le bureau d'études. Merci, c'était passionnant. Merci Christelle Papillon, directrice des solutions efficacité territoriale à La Poste. Bon retour à Dijon. Denis Hameau, vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et bon retour également dans le département de la Loire, à Saint-Chamond.
Valéria Faure-Muntian, députée de la Loire. Voilà, merci de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Post-Talk. Merci à tous les trois. Et puis encore une fois, un bon début d'année. Merci.